Alors, nous étions arrêtés lors de la vidéo précédente sur le titre du Grand B hein, et sa problématique. Donc, l'influence du régime britannique sur les philosophes des Lumières, donc ces penseurs qui vont marquer cette époque de développement intellectuel et de remise en cause finalement de l'ordre établi qui va s'appeler les Lumières et qui va toucher une grande partie de l'Europe. Et nous allons voir dans quelle mesure donc cette monarchie parlementaire anglaise, qui vient d'être mise en place à la suite du Bill of Rights de 1689 et de la glorieuse révolution de 1688, donc dans quelle mesure cette monarchie parlementaire anglaise va-t-elle justement inspirer ces philosophes des Lumières? Donc déjà la période de 1688, eh bien on considère qu'elle ouvre la période des Lumières. Les Lumières, donc c'est un mouvement intellectuel, mais aussi littéraire, culturel, qui veut le triomphe de la science et de la raison, et qui prône les libertés et l'émancipation de l'homme, c'est-à-dire la libération de l'homme de toute tutelle. Donc des tutelles terrestres, c'est-à-dire de la tutelle des souverains, et de la tutelle également euh, religieuse, de la tutelle spirituelle. Voilà, je cherchais le terme. Ce mouvement des Lumières donc dénonce particulièrement l'intolérance, notamment tout ce qui peut être l'intolérance religieuse et l'intolérance aussi en matière de religion. Et il dénonce également l'arbitraire du pouvoir. Donc évidemment, le système des Lumières va critiquer les monarchies absolues qui sont relativement fréquentes dans cette Europe de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe. On l'appelle mouvement des Lumières parce qu'il veut combattre les ténèbres que serait donc l'absolutisme, que serait la religion, et donc la science, la raison, la culture devraient triompher de ces ténèbres et leur apporter la lumière. Donc l'homme va rentrer dans la lumière, il va s'élever avec la raison pour atteindre finalement le bonheur. Donc il faut combattre les ténèbres de l'ignorance, cette célèbre formule de Voltaire, hein, plus l'homme pardon, sera éclairé, plus il sera libre. Sous-entendu, plus il aura acquis de culture, de base intellectuelle pour analyser lui-même les éléments, et bien plus il pourra se libérer des chaînes qui l'entravent et qui le maintiennent dans un état d'obéissance. Alors, cette élévation par le biais du savoir se fait à la fois, je répète, contre la tutelle terrestre, donc contre les souverains, mais aussi contre la tutelle de la religion qui maintient les hommes dans un niveau d'abaissement et d'obéissance. Donc il faut diffuser le savoir et à propos de ce savoir, eh bien, les échanges entre les philosophes vont être relativement intenses à cette époque, hein, par le biais de lettres, d'ouvrages qui sont évidemment faciles à publier depuis que l'imprimerie existe à la fin du XVe siècle. On peut néanmoins apporter un petit bémol à cette idée des Lumières et de diffusion des Lumières, c'est que la pensée des Lumières, eh bien, elle connaît, c'est vrai, un succès considérable, mais elle ne touche qu'une élite sociale évidemment éduquée. Je vous rappelle qu'à cette époque, l'immense majorité de la population n'avait pas accès à l'éducation, au savoir, ne savait ni lire ni écrire. Donc évidemment, seule une élite éduquée, une élite qui avait accès à la lecture des livres, qui savait également écrire, donc qui est allée à l'école, pouvait être touchée par ce mouvement des Lumières. Mais ça va quand même toucher donc une bonne partie, en tout cas de l'aristocratie, des parlementaires, des intellectuels, de ce qu'on va appeler finalement les intellectuels, mais qu'on n'appelle pas encore à l'époque les intellectuels. On en parlera plutôt à la fin du XIXe siècle, les intellectuels. Ce mouvement touche donc surtout l'aristocratie, donc l'élite sociale éduquée. Au XVIIIe siècle, il y a de nombreux philosophes donc, qui s'enthousiasment pour les libertés anglaises hein, qui viennent d'être mises en place, notamment par le Bill of Rights, par l'habeas corpus, qui en 1679 garantissait le respect finalement des droits fondamentaux en matière de justice, hein, le droit de savoir pourquoi on était mis en prison, le droit d'avoir un procès équitable. Et donc finalement, à cette époque, il faut se remettre dans le contexte,
pour les observateurs, pour les intellectuels qui vont en Angleterre, eh bien cette monarchie, car il y a des monarchies partout en Europe, hein, cette monarchie et ce régime apparaît comme le pays le plus libre d'Europe. Par exemple, dès 1695 en Angleterre, il y a la liberté de la presse, c'est-à-dire qu'on peut écrire librement et notamment la liberté d'expression. Rappelez-vous, les parlementaires anglais, dans le Bill of Rights, avaient exigé que la liberté d'expression des parlementaires soit respectée. Donc, ceci est évidemment fort surprenant pour des aristocrates qui viennent d'autres monarchies, hein, sous régime absolu. Et donc l'Angleterre devient une terre de refuge des opprimés de toute l'Europe, notamment ben, les opprimés déjà à l'époque, c'était les Juifs, mais c'était aussi les protestants. On peut penser d'ailleurs, si vous vous rappelez du chapitre 1, au moment où Louis XIV avait mis fin à l'édit de Nantes en 1689 avec l'édit de Fontainebleau, 1685, pardon, en obligeant donc les protestants à émigrer et donc évidemment certains se sont réfugiés en Angleterre. Euh, la monarchie parlementaire, c'est un modèle dont certains veulent s'inspirer et l'Angleterre fait l'objet d'une véritable, à l'époque, fascination, hein. On peut même parler d'anglomanie, hein, c'est-à-dire que l'Angleterre est à la mode, hein, on essaye d'imiter le modèle anglais, on s'inspire du modèle anglais, il y a une sorte de passion qui se développe dans les élites françaises pour l'Angleterre, pour le modèle britannique. Et cette anglomanie est d'autant plus renforcée qu'à l'époque, l'Angleterre devient la première puissance économique du monde et que donc cette puissance économique anglaise influence encore plus favorablement eh bien, les autres puissances européennes qui voient que l'Angleterre peut être à la fois la première puissance économique mondiale et à la fois avoir une monarchie parlementaire donc il n'est pas nécessaire d'avoir une monarchie absolue pour être pour autant une grande puissance. Alors parmi ces philosophes des Lumières qui admirent le régime de la monarchie parlementaire britannique, on trouve Montesquieu. Alors Montesquieu, c'est vraiment un admirateur de ce modèle de la monarchie tempérée à l'anglaise, hein. Alors il est né en 1689, donc vous voyez, au moment justement où le Bill of Rights allait être accepté par Guillaume III d'Orange et Marie Stuart, c'est à la base un juriste, donc quelqu'un qui a fait du droit, donc qui connaît hein, la législation, qui connaît les textes de loi. C'est aussi un écrivain, donc évidemment il fait partie de ces aristocrates éclairés, hein. Il est né dans une famille de la noblesse de robe, c'est-à-dire de la noblesse parlementaire et juridique, près de Bordeaux. Il a donné d'ailleurs son nom à un des meilleurs lycées de la région Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle le lycée Montesquieu à Bordeaux. Et il se fait connaître en 1721, alors qu'il est âgé de 32 ans, par ce qu'on appelle des lettres persanes. Donc la Perse, à l'époque, c'est l'ancêtre de l'Iran, hein, c'est un pays. Dans ces lettres persanes, il décrit avec beaucoup d'humour les institutions, les mœurs et les lois du royaume de France. En fait, à travers la critique, en quelque sorte, qu'il fait du régime qu'il y aurait en Perse, en fait, il faut lire une critique de la monarchie absolue française, et il le fait avec il est vrai, un certain humour. C'est une manière un peu détournée de dépasser la censure qui pouvait exister en France, car il était évidemment dangereux de critiquer directement le pouvoir royal. Alors, son œuvre majeure, elle va venir un petit peu plus tard, hein, alors qu'il est âgé de 59 ans. En 1748, il va publier un ouvrage qui s'appelle De l'esprit des lois, ouvrage qui va connaître immédiatement un succès international. Et dans son ouvrage De l'esprit des lois, eh bien, il décrit sa monarchie idéale selon lui, une monarchie dans laquelle les trois pouvoirs seront totalement séparés. Donc, il y aura des sujets à la base puisque nous sommes dans une monarchie qui sont protégés des abus du pouvoir, on ne parle pas encore de citoyens. Le Parlement fait la loi, les juges rendent la justice, le Parlement collabore avec le roi qui applique la loi, mais il y a bien écrit collabore, hein, il n'y a pas une idée de soumission de l'un à l'autre, et il y a des juges qui rendent la justice, et on voit qu'ils sont indépendants par rapport au roi,
et indépendant par rapport au Parlement. Donc on trouve les trois éléments de ce qui constitue une démocratie aujourd'hui, un régime démocratique, c'est-à-dire un régime où les trois pouvoirs sont clairement séparés les uns des autres. Le pouvoir exécutif symbolisé par le roi, le pouvoir législatif, celui de faire la loi, symbolisé par le Parlement, et le pouvoir judiciaire symbolisé par des juges. Et tous, finalement, sont au service des sujets qui doivent être protégés des abus du pouvoir selon le modèle de l'habeas corpus anglais. Donc on peut dire que Montesquieu bien, plaide pour une réforme de la monarchie absolue et dans son ouvrage, donc dans l'esprit des lois, 1748, il souligne vraiment la nécessaire séparation des pouvoirs hein, législatifs, exécutifs et judiciaires entre le Parlement et le roi, comme on vient de le voir sur le schéma. Alors il y a d'autres parlementaires, pardon, pas parlementaires, d'autres philosophes, comme Diderot, qui vantent les libertés anglaises, qui défendent les droits naturels de l'homme qui ont été théorisés par le philosophe britannique John Locke. Alors Diderot, vous avez ici son portrait hein, par Louis-Michel Van Loo, réalisé en 1767. Donc Diderot qui contribuera à la publication de l'encyclopédie pour laquelle il écrira plusieurs articles, et notamment cet article intitulé Autorité politique, hein, qui a été publié en 1751 dans l'encyclopédie, et dans lequel il définit ce que sont les droits naturels pour l'homme. Et ces droits naturels, pour lui, ce sont clairement la liberté, mais aussi l'égalité, la sûreté, c'est-à-dire le droit d'être protégé et qu'on ne puisse pas être arrêté pour un oui ou pour un non, mais aussi le droit de propriété, hein, qui sera cher aux libéraux un petit peu plus tard. Donc ces droits naturels qui avaient déjà été théorisés par l'anglais John Locke sont repris par le philosophe des Lumières Denis Diderot, qui donc les diffuse à travers l'ouvrage de l'encyclopédie. Donc liberté, égalité, eh bien vous voyez que les droits naturels sont de Diderot, eh bien ils ont une influence sur les révolutionnaires 4 décennies plus tard, puisque vous savez très bien que liberté et égalité seront à la base des droits de l'homme, ces droits naturels qui avaient déjà été théorisés donc 40 ans plus tôt et qui étaient une reprise finalement de ce qui avait été théorisé pardon, et non pas terrorisé. C'est une reprise de ce qui avait été théorisé par des penseurs anglais. Donc il défend la théorie du contrat Diderot, un contrat qui serait passé en fait entre les individus et la société, leur gouvernement, et il remet en cause les fondements de l'absolutisme et notamment eh bien, le droit divin. Pour lui, le roi n'est pas un personnage qui tient son pouvoir de Dieu, euh, et comme il écrit ici, hein, si la nature a établi quelque autorité, c'est la puissance paternelle. Donc, toute autre autorité vient d'une origine autre que la nature, qu'on examine bien et on la fera toujours remonter à l'une de ces deux sources, ou la force et la violence de celui qui s'en est emparé, ou le consentement de ceux qui sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux et celui à qui ils ont déféré l'autorité. Donc, pour lui, le roi détient son autorité finalement de ses sujets par l'intermédiaire de ses représentants euh, et que le gouvernement, quoique héréditaire dans une famille, est mis entre les mains d'un seul, n'est pas un bien particulier mais un bien public. Donc le pouvoir du roi ne lui appartient pas, ce n'est pas un bien particulier, c'est un bien public. Donc c'est directement une critique de l'absolutisme et donc on ne peut pas par conséquent enlever ce pouvoir au peuple à qui seul il appartient essentiellement et en pleine propriété. Donc vraiment, il critique l'absolutisme, il critique le fait que les monarques absolus se revendiquent de droits divins. Pour lui, le roi détient son pouvoir finalement du peuple. Enfin, dernier philosophe sur lequel justement vous allez travailler pour la séance suivante, l'un des plus célèbres, sinon le plus célèbre à l'époque, qui s'appelle Voltaire, qui est lui aussi un fervent admirateur de l'Angleterre et des avancées politiques qu'elle a connues à la fin du XVIIe siècle. Voltaire, qui est représenté ici, hein, qui a vécu de 1694 à 1778 et qui a dû connaître un exil en Angleterre pendant plusieurs années suite à un problème qu'il a eu en France avec un aristocrate et qui en a profité pour observer le modèle de la monarchie britannique parlementaire
et diffuser les valeurs de celle-ci par ses écrits.